Bon, bah, du coup, si vous voulez commencer, vous pouvez quand vous voulez. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette petite conférence sur la nutrition et le cerveau, l'importance d'une bonne alimentation pour notre cerveau, pour sa croissance et pour son fonctionnement. Je remercie toutes les étudiants, et les étudiantes et les étudiants de l'école de m'avoir invité pour être avec vous cet après-midi. Donc, si vous voulez, on va procéder en deux temps. Je vais d'abord vous présenter un certain nombre d'informations. Puis ensuite, pendant le dernier quart d'heure, jusqu'à 16 heures, on pourra discuter. Si vous avez des questions, j'imagine qu'elles seront nombreuses. J'espère que chacun voit bien euh, et que vous êtes bien installé pour pouvoir participer à cette conférence. Alors, je suis passé sur la deuxième diapositive. J'espère que tout le monde la voit bien aussi. C'était le client. Pas au chevet, non. Ça va, vous voyez bien? Ça passe? Oui, très bien, Oui, merci. très bien, Merci beaucoup. merci. Alors, quelques chiffres sur le cerveau et puis sur l'homme, quand même des chiffres assez extraordinaires. Si on dépliait avec tous les plis du cortex la substance grise, on aurait 20 mètres carrés étalés. C'est quand même une belle surface de tapis. On estime qu'on a environ 100 milliards de neurones, donc c'est absolument colossal, et 20 millions de milliards de connexions et 20 millions de câbles entre les deux hémisphères simplement. Donc, vraiment quelque chose qui est absolument fantastique au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, même avec les plus grands ordinateurs, 8 millions de kilomètres de fibres nerveuses et chaque seconde, 10 milliards d'informations circulent dans notre cerveau. On a pu calculer aussi qu'il y avait 1000 nouvelles connexions par seconde chez l'enfant lorsqu'il débute sa vie. C'est dire que c'est un organe d'une puissance fantastique. Et tout à l'heure, on parlera de l'intestin. L'intestin est aussi important, bien sûr, pour notre organisme. À tort, on l'appelait le deuxième cerveau parce que le premier cerveau, c'est quand même autre chose. Donc, un organe extrêmement puissant qui est forcément consommateur de tas de nutriments pour pouvoir grandir et puis ensuite fonctionner, comme je le disais. Il consommera des calories, des nutriments, des constituants divers et variés, parce qu'il n'y a pas que du nutriment. C'est un gourmand en quelque sorte. Gourmand est donc aussi impliqué dans le plaisir, parce que le plaisir est issu des sensations ressenties à partir des récepteurs et qui parviennent jusqu'à notre cerveau. Mais le plaisir, c'est aussi un moteur pour nous faire manger. Et puis, le cerveau, il n'est pas tout seul. Il est en permanence en liaison avec des tas de tissus à qui il donne des ordres et dont il reçoit des signaux. Et en particulier, précisément, on en parlait il y a un instant, l'intestin va lui fournir énormément d'informations pour savoir si il faut manger, il faut plus manger, il faut arrêter de manger, toutes sortes de choses comme celle-là, et d'autres encore. Donc le cerveau est sous la dépendance et en interaction avec de très nombreux organes. C'est important de le rappeler. Alors pour fonctionner, il a besoin d'énergie, de carburant, et il puise l'essentiel de son énergie dans le sucre, le glucose en particulier, qui est le sucre qui va parvenir au niveau du cerveau. On mange du saccharose, on mange aussi du glucose. Dans le saccharose, il y a du glucose et du fructose. Et c'est le glucose qui parvient éventuellement à partir du fructose lorsque le fructose sera transformé en glucose au niveau du foie. Et donc, il lui faut à peu près 120 à 140 grammes de glucose par jour. Et s'il n'a pas son glucose, eh bien, il n'est pas satisfait. Il devra utiliser d'autres voies, mais qui sont moins intéressantes. En tout cas, il ne va pas utiliser les graisses comme carburant. Les graisses auront d'autres fonctions qu'on va voir dans un instant, des fonctions de structure. Et vous voyez que le cerveau qui représente 2% du corps en termes de poids consomme, utilise plutôt 20% de l'énergie de l'organisme. Donc des besoins très 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 importants pour 2% du poids, 20% de l'énergie utilisée et essentiellement donc du glucose. Et donc c'est bien pour ça que le glucose est tellement important que dans le cerveau, c'est un des deux organes qui n'a pas besoin de l'insuline pour que le glucose rentre directement dans les cellules.
c'est bien fait, hein, je vous le signale, au cas où vous ne le sauriez pas, parce que s'il y a besoin d'insuline, eh bien, les sujets n'ayant pas d'insuline ou une résistance à l'insuline, les diabétiques, ne pourraient pas avoir leur cerveau qui fonctionne. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de panne, et d'ailleurs, quand le cerveau est privé de sucre, il va ressentir une hypoglycémie. Cette hypoglycémie est extrêmement dangereuse pour le cerveau, extrêmement pénible, et c'est pour ça que quand nous avons une hypoglycémie, nous ressentons la faim pour nous pousser à aller manger et à corriger cette hypoglycémie. Alors si on ne mange pas, rassurez-vous, il y a des mécanismes qui vont se mettre en route pour pouvoir fournir du glucose quand même à partir de nos quelques réserves. Et puis à un moment donné, il faudra quand même qu'on remange, sinon ça ne se passera pas très bien. Alors, on parlera du jeûne si vous voulez, mais c'est une situation très particulière. Donc, le glucose passe tout seul comme un grand dans les cellules, dans les neurones, pour pouvoir faire fonctionner la machinerie extraordinairement complexe du cerveau. Donc une machinerie, comme je le disais, avec des centaines de milliards de neurones, mais pas que des neurones, c'est aussi 16 000 km de vaisseaux sanguins, vous voyez des chiffres qui sont absolument phénoménaux, et qui vont irriguer le cerveau, mais aussi pour ces vaisseaux sanguins, être en interface très particulière avec le cerveau, car il y a ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique qui fait que tout ne peut pas rentrer dans le cerveau, il est protégé par cette barrière, parce que sinon il serait envahi d'un certain nombre de substances indésirables, et cette barrière donc protège, elle fait à peu près 50 mètres carrés de surface étalée, c'est assez fantastique, elle est là pour protéger notre cerveau des éléments indésirables, certains peuvent quand même y parvenir, mais la plupart sont retenus au niveau de la barrière. Donc voilà, des chiffres qui montrent l'importance fonctionnelle et structurelle du cerveau. Alors, sur le plan de la structure, justement, le cerveau, les gens le savent un petit peu maintenant, mais c'est l'organe le plus gras du corps, après le tissu adipeux, puisque, en fait, il est essentiellement constitué de graisse, puisque la graisse représente 55% de son poids sec. Poids sec, ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de l'eau, on aurait un cerveau déshydraté pour faire cette mesure. Alors, où se trouve cette graisse? Eh bien, elle se trouve dans les membranes des neurones, dans les synapses, dans les gaines des fibres nerveuses et également dans les cellules qui se situent entre les neurones, qu'on appelle les cellules gliales. Et donc, ces membranes, ces gaines, sont faites de lipides. Par exemple, les gaines de myéline sont faites pour 75% de lipides, de gras, d'acides gras. Et donc, ces graisses du cerveau sont très importantes parce que c'est elles qui vont permettre le bon fonctionnement des membranes, des bons échanges, notamment au niveau des synapses, c'est-à-dire des connexions entre les neurones avec les axones. Et ces acides gras sont constitués, bien sûr, d'acides gras saturés pour une part, et qui vont être en quelque sorte la matrice solide, puisque les acides gras saturés sont beaucoup plus rigides que les autres, ce qui permet au cerveau de ne pas être trop mou, parce que sinon il passerait à travers les trous de la base du cerveau. Donc ça va le maintenir en quelque sorte comme un élément solide. Donc on a besoin de graisses saturées qui sont apportées et aussi fabriquées sur place, mais aussi des acides gras qu'on appelle polyinsaturés, notamment les oméga 6 et encore plus les oméga 3, qui sont des acides gras avec de très longues chaînes et qui contiennent également donc un grand nombre de doubles liaisons. La première double liaison étant située au troisième atome de carbone, après le troisième atome de carbone, après le groupement méthyl terminal. C'est un peu de la chimie, mais c'est pour ça qu'on appelle ça oméga 3, c'est après le troisième atome de carbone. Donc vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais je vous l'ai dit au moins une fois. Et donc ces acides gras sont très importants, et en particulier parce qu'il faut qu'on les fournisse au cerveau. Ce sont des acides gras que l'organisme ne peut pas fabriquer et qu'il doit manger. C'est pour ça que tout commence dans l'assiette pour garder une mémoire d'éléphant. Alors, ces acides gras, on les trouve dans notre alimentation végétale et animale. Il faut bien sûr les deux pour que notre omnivorisme soit satisfait. Et par exemple, ici, l'exemple des œufs
est très intéressant parce que les œufs, c'est des aliments assez extraordinaires qui sont non seulement bons, mais également riches en nutriments très particuliers, pas exclusifs, hein, puisqu'on en trouve ailleurs aussi, mais un sacré bon mélange de cholestérol, d'acides gras oméga 3, d'acides aminés particuliers, de vitamine B particulière, B6, B12 par exemple, de fer également, et de choline. Alors, vous allez dire, le cholestérol, on n'en veut pas. Détrompez-vous, le cholestérol est très utile, même s'il n'en faut pas trop dans le sang, il en faut dans notre alimentation, parce qu'il en faut dans notre corps. Et d'ailleurs, il en faut tellement pour notre corps que si jamais on n'en mangeait pas, l'organisme, à la limite, il s'en fout, parce qu'il va en fabriquer tout seul comme un grand, tellement il en a besoin de ce cholestérol. Donc, ça ne sert à rien de le supprimer, sauf quand on a vraiment un problème génétique particulier, mais sinon on n'a pas besoin de le supprimer, l'organisme en fabrique. Alors la choline, c'est une lécithine particulière, et des études montrent assez clairement aujourd'hui que les gens qui mangent plus d'œufs et de choline ont des fonctions cognitives qui sont supérieures aux autres. C'est très intéressant de voir ces études assez récentes que je ne vous montre pas parce qu'on ne peut pas tout vous montrer. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les œufs qui apportent des oméga 3 et des acides gras. Il y a aussi beaucoup d'autres aliments. On va les passer en revue dans quelques instants. Mais c'est quoi ces acides gras oméga 3? Je vous le disais, c'est des acides gras dont la première double liaison commence après le numéro 3. Il y a deux grands groupes. Il y a le groupe de l'acide alpha-linolénique qu'on trouve dans le monde végétal essentiellement, mais qui va s'incorporer aussi dans le monde animal. Quand on consomme des œufs, on peut en trouver. Quand on consomme de la viande, on peut en trouver. Mais au départ, il est végétal. Et il y a les acides gras à très longue chaîne qui s'appellent EPA, acide eicosapentaénoïque, et DHA, acide docosahexaénoïque, qui sont des noms un peu compliqués, donc on dira EPA et DHA, qu'on trouve principalement dans les poissons et les produits marins, qui proviennent du monde végétal ou du monde animal. Pour le monde animal, c'est les poissons carnivores qui vont manger les poissons herbivores. Et pour les poissons herbivores, eh bien, ils se seront nourris avec du phytoplancton qui contient donc ces acides gras. Donc il y a une chaîne alimentaire extraordinaire qui nous permet de nous fournir dans ces acides gras. Alors, thymnodinique, c'est rigolo parce que ça vient de thon. Donc on en trouve beaucoup dans le thon, mais également dans le maquereau, les sardines, les harengs, et puis des poissons gras, donc les anchois. Et puis cervonique, pour montrer qu'il va jouer un rôle très important dans le cerveau pour les structures des cerveaux. Et comme il a beaucoup de double liaisons, il va donner de la fluidité aux membranes et il va permettre donc les échanges membranaires et la transmission des signaux par les neurotransmetteurs. Donc c'est très très important. Et quand on n'a pas assez d'oméga 3, eh bien, c'est pas terrible. Voilà. Alors, heureusement, l'organisme est très prudent et il peut les stocker dans le tissu adipeux et puis ensuite les envoyer dans le cerveau. Donc, tout commence dans l'assiette, une fois de plus. Les oméga 3, je vous le disais, on peut les trouver en particulier dans le monde végétal, notamment dans certains aliments comme les salades, le pourpier, les épinards, la mâche, mais c'est moyennement disponible dans les noix, mais aussi dans le monde animal, en particulier dans la chair de lapin, dans les œufs, et puis dans certaines viandes, notamment si la viande était nourrie par les filières bleu blanc cœur, mais on va aussi trouver les oméga 3 dans le poisson. Et donc le poisson est très important, alors surtout à une période très particulière de la vie qui est la grossesse, parce que ça contribue au développement cérébral et rétinien du fœtus. Et beaucoup d'études ont montré que lorsque la maman n'avait pas une nutrition suffisamment riche en poissons et donc en oméga 3 à longue chaîne, eh bien, il pouvait y avoir des retards de développement cérébral chez l'enfant. Alors, heureusement, l'organisme est prévoyant, hein, il est bien fait, une fois que je le dis, je ne sais pas si vous saviez, c'est très bien fait. Pendant la grossesse, il y a une particularité, la capacité de transformer l'acide gras oméga 3 végétal qu'on appelle linolénique en acide gras DHA, EPA et DHA est
très fortement accrue pendant la grossesse grâce aux oestrogènes qui sont très, très, très fortement augmentés pendant la grossesse, si bien que c'est une voie de dépannage forte qui va permettre, comme vous voyez sur le petit schéma ici, on passe de l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3 assez ordinaire, aux acides gras à longue chaîne EPA et DHA grâce aux oestrogènes et en particulier pendant la grossesse, si jamais l'apport en acides gras issus des poissons gras n'était pas suffisamment important. En tout cas, il est toujours utile de donner aux femmes enceintes des conseils sur leur alimentation en mangeant un peu de poisson et en mangeant également des huiles et des noix qui en contiennent. Parmi les huiles qui en contiennent, c'est l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de noix, l'huile de germe de blé. Pour les plus ordinaires, on trouve aussi dans des huiles plus rares, mais peu courantes. Et donc, pendant l'allaitement également, tout ceci est très important car le cerveau de l'enfant n'est pas fini à la naissance. Il sera fini au bout de quelques années, mais les premiers mois, il n'est vraiment pas fini du tout. Donc, il faut continuer à lui donner une bonne alimentation. Et le lait maternel a une composition qui dépend exactement de l'alimentation de la maman. Donc, c'est très, très important. Tout ça, c'est bien étudié aujourd'hui. Donc, voilà, ces acides gras à longue chaîne qui sont utiles bon, pour le nouveau-né, mais également pour l'adulte, puisque beaucoup d'études ont montré que les acides gras à longue chaîne, oméga 3, EPA, DHA, étaient impliqués dans la lutte contre le déclin cognitif lié à l'âge, voire éventuellement avoir un petit rôle dans la survenue de la maladie d'Alzheimer, ou un rôle dans la prévention de ce qu'on appelle la DMLA, les plus âgés connaissent, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, puisque la rétine est une mine d'acides gras oméga 3 à longue chaîne qui va servir pour justement le renouvellement des bâtonnets dans la rétine et le maintien d'une vision normale. Donc, rétine et cerveau, même combat pour vis-à-vis des oméga 3, mêmes effets, même combat, même source. Mais le cerveau et la rétine ont encore un autre point commun qui est très, très intéressant, c'est la lutéine, qui est un des 600 caroténoïdes présents dans la nature et un des 40 présents dans notre alimentation, qui est un pigment de couleur jaune, masqué par la chlorophylle jusqu'au moment où elle disparaît. C'est comme ça que les feuilles deviennent jaunes et orange à l'automne, puisque la chlorophylle disparaît, la couleur lutéine apparaît. Mais on en trouve naturellement dans les épinards, le chou, la salade et les œufs, si les poules sont bien nourries. Et donc, c'est très important. Il va s'incorporer dans le pigment maculaire, donc pour les fonctions visuelles, mais aussi dans le cerveau. Et une étude très récente vient de montrer que les gens qui avaient des apports suffisamment élevés en lutéine avaient également eu un moindre déclin des fonctions cognitives avec l'âge. Et donc là aussi, un combat commun très, très intéressant. Nous-mêmes, on a mené des études où on avait enrichi l'alimentation de poules avec des microalgues qui étaient riches en lutéine ou riches en oméga 3 et on a pu améliorer le statut maculaire et peut-être cérébral des sujets qui prenaient ces œufs naturellement enrichis. Alors, une autre vitamine très importante, c'est la vitamine D, qui a deux sources, on en parle beaucoup en ce moment. La source de la vitamine D3, qui elle-même provient soit de la synthèse cutanée dans la peau sous les effets du soleil, soit des poissons gras. Et puis la vitamine D2, qui vient essentiellement des champignons et qui est moins importante dans la production de vitamine D pour notre organisme. Eh bien, la vitamine D est également très importante pour le fonctionnement cérébral. Elle intervient à de nombreux niveaux et il semblerait qu'elle puisse jouer également un rôle dans la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc, une vitamine qui interviendrait peut-être aussi, sans qu'on ait de preuves, dans le déclin cognitif associé à la maladie d'Alzheimer. Et vous savez que dans cette maladie-là, il y a une anomalie anatomopathologique qui s'appelle la plaque bêta-amyloïde, et des études montrent que
il est possible que les déficits en vitamine B12, en zinc, en vitamine D, en oméga 3 soient négatifs pour cette pathologie. Et également, là on change un petit peu de registre, une alimentation avec une forte charge glycémique, les diététiciens connaissent ça, c'est les aliments qui ont un faible index glycémique et qu'on consommerait en trop grande quantité, par exemple trop grande quantité d'aliments raffinés, riches en glucides. Ça n'est pas une très très bonne chose, ça va sans doute jouer un rôle négatif sur cette spécificité sur cette anomalie du cerveau. Alors, le cerveau, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une connexion avec l'intestin. Et donc, tout ce qui va toucher l'intestin est capable d'avoir des influences sur le cerveau. En fait, on sait que le microbiote est capable d'envoyer des messagers, des messages. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des résidus bactériens, ça peut être des acides aminés, ça peut être des métabolites, mais également modifier les hormones intestinales, envoyer un certain nombre d'éléments inflammatoires en fonction de sa composition, de ce microbiote, susceptible de générer un effet positif ou négatif sur le cerveau, et notamment ce qu'on appelle l'inflammation. Puisqu'on sait maintenant de plus en plus que dans un certain nombre de maladies générales, y compris cérébrales, eh bien, il y a ce qu'on appelle une inflammation bas grade qui peut jouer un rôle dans le mauvais fonctionnement de cet organe. Et probablement le cerveau, l'intestin, joue un rôle dans cette inflammation. Et comme l'intestin dépend du microbiote, et comme le microbiote dépend en partie de notre alimentation, eh bien, il est sans doute important d'avoir un bon microbiote pour avoir un bon cerveau et donc d'avoir une bonne alimentation. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui s'intéressent maintenant à ce lien entre intestin et cerveau, avec donc toutes sortes de messagers, comme je vous le disais il y a un instant, des acides gras, des peptides, des métabolites, qui vont renseigner le cerveau, comme je disais tout à l'heure, pour son comportement, mais qui peuvent aussi parfois exercer des effets pathologiques en générant ce qu'on appelle une inflammation qui va entraîner un mauvais fonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. Et donc, si les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas bien, eh bien, ça ne se passe pas très bien sur le plan de l'humeur, sur le plan des fonctions cognitives. Alors, encore des choses un petit peu intéressantes, j'espère, pour vous montrer à quel point le cerveau dépend de notre alimentation. C'est plus banal, le fer. Alors, le fer, tout le monde tombe dessus en ce moment parce qu'on dit qu'il n'est pas bon au niveau du côlon d'en avoir de trop et au niveau du cœur, mais il n'est pas bon d'en avoir trop peu. Et donc, c'est comme toujours en nutrition, trop peu, c'est pas bon. Et donc, trop peu de fer, notamment chez l'enfant, eh bien, est capable de diminuer les capacités intellectuelles. C'est tout à fait connu depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce que le fer est un élément très important pour l'hémoglobine, qui elle-même est essentielle pour le transport de l'oxygène. Et l'oxygène, eh bien, c'est indispensable pour le métabolisme cérébral, puisque 40% de l'oxygène corporel est utilisé par les cellules cérébrales, et tout à l'heure on disait 20% d'énergie, donc vous voyez un peu à quel point notre cerveau est gourmand. Donc, important de renouveler l'air dans lequel nous respirons, mais aussi important de bien se nourrir avec des aliments qui contiennent du fer, un peu de viande rouge, pas trop, mais un peu, des aliments riches en fer d'origine marine ou d'origine carnée, mais aussi des lentilles, des œufs, et le fer végétal, moins bien assimilé, mais en présence de vitamine C, ça va un petit peu mieux. Donc, le fer aussi au rendez-vous. L'iode, pour parler d'un autre minéral, très important parce que lui, alors là c'est l'extrême, si l'iode est absent de fourniture de la femme enceinte, eh bien il y aura un déficit de synthèse des hormones thyroïdiennes chez l'enfant qui va naître avec un goitre,
et ce qu'on appelle le crétinisme. On voit bien ce que ça veut dire. C'est une maladie qui a été découverte il y a déjà plusieurs dizaines d'années, où les enfants ont un cerveau qui ne fonctionne pas bien. On parle de crétin, hein, crétin des Alpes. En fait, c'est une maladie qui est due à une carence en iode, parce que l'iode est indispensable pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. On en trouve dans les produits de la pêche, on en trouve aussi dans les produits laitiers, on en trouve aussi en petite quantité dans les produits végétaux, mais c'est surtout dans les produits de la pêche et les produits laitiers. Donc on a vu pas mal de choses, on a vu les vitamines, on a vu les minéraux, on a vu les caroténoïdes, on a vu les acides gras, les protéines maintenant qui sont importantes parce que d'abord elles vont contribuer à la structure du cerveau, et donc on sait que des enfants qui ont une malnutrition protéino-énergétique, c'est le mot savant, eh bien vont avoir un retard au développement intellectuel, et donc vont être vraiment une diminution de leur capacité intellectuelle de façon tout à fait importante, diminution du QI. Bon, il faut vraiment avoir des déficits importants cependant, mais également les protéines apportent des acides aminés qui sont des précurseurs de neurotransmetteurs très importants, que ce soit la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, à partir d'acides aminés qu'on trouve dans l'alimentation. Certains sont indispensables, on ne les trouve que dans l'alimentation, d'autres peuvent être synthétisés, mais ceux-là, on ne les trouve que dans l'alimentation. Puis mélangés à la choline, dont on a déjà parlé tout à l'heure, ils vont contribuer à l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur très très important dans l'organisme. Alors, les protéines, et notamment la viande et les produits laitiers, lorsque l'élevage est apparu dans l'histoire humaine, ont sans doute contribué à ce que le cerveau ait une taille qui se développe, et le cerveau humain est nettement plus volumineux que le cerveau de toutes les autres espèces animales. Et ceci a sans doute pu se faire à partir du moment où on a eu la possibilité d'augmenter la disponibilité des apports en viande et en produits laitiers, avec la chasse, mais aussi ensuite avec l'élevage. Et donc, c'est un élément qui est important. Le poisson a peut-être également été un élément utile, c'est encore un petit peu contesté, parce qu'il apporte des acides gras oméga 3, et certains chercheurs suggèrent que c'est peut-être pour cela que les sociétés qui vivaient près des lacs et des mers se sont davantage développées. On peut imaginer aussi d'autres explications, notamment le transport. Alors, on a parlé beaucoup de nutrition sur le plan des nutriments. Parlons un petit peu des aliments maintenant. J'ai cité le cas de la viande et du poisson. On peut citer le cas des produits laitiers qui sont de vrais amis, contrairement à ce que certains disent aujourd'hui, malheureusement. Des études montrent clairement que les gens qui consomment des produits laitiers ont de meilleurs scores cognitifs. Alors, est-ce que c'est parce que il y a plein de bonnes choses dans les produits laitiers, ou est-ce que ça correspond à des marqueurs éducatifs ou à ce qu'on appelle dans notre jargon des facteurs de confusion? Probablement qu'il y a des effets réels, puisque le lait contient 2000 constituants, c'est l'aliment le plus complexe que l'on connaisse, et il y a des études qui ont montré que le lait fermenté avec ses probiotiques améliorait l'activité et la réactivité cérébrale, et donc ne pas se passer, s'il vous plaît, des yaourts. En plus, dans le lait, il y a du lactose, et le lactose, c'est glucose-galactose, et notamment, le galactose est un nutriment très particulier du cerveau, puisque le cerveau contient des galactosides, qui sont des éléments structurels du cerveau, et c'est donc pas pour rien que le lait maternel contient aussi du galactose, et à l'âge adulte, eh bien, il n'y a aucune raison que on n'incorpore pas les produits laitiers dans notre alimentation, puisque on est omnivore, le petit de l'homme, lui, étant monovore, et donc lui, c'est exclusif pour l'homme adulte, c'est son omnivorisme qui lui conduit à pouvoir incorporer de tout dans son alimentation, y compris donc les produits laitiers. Les vitamines, j'en ai parlé pour quelques-unes, j'ai parlé notamment de la vitamine D, mais un petit mot sur les vitamines B, qui sont très très importantes. Leurs carences sont rares, sauf pour 3 d'entre elles. La B1 chez les gens qui ont une très grande pauvreté ou qui ont un alcoolisme chronique, et dans ce cas-là, ils vont avoir des graves maladies
neurologique qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, une maladie très grave chez les gens qui sont alcooliques et une sorte de démence irréversible. Chez les gens qui mangeaient autrefois du riz décortiqué, ils avaient le beriberi qui entraîne aussi des troubles neurologiques. Et puis il y a deux vitamines B fondamentales, la vitamine B9 qu'on trouve essentiellement dans le monde végétal et en plus dans le foie, qui entraîne, lorsqu'il y a une carence profonde, une pseudo-démence qu'on pourrait assimiler à une folie, d'où le terme acide folique, folique comme folio, feuille, puisqu'on en trouve dans les feuilles, mais aussi folique comme folie, puisque quand on a une carence sévère, on perd la tête, on perd la boule. C'est quelque chose qui n'est pas rarissime, notamment chez les gens âgés qui ont une alimentation très déséquilibrée, où ils font tout bouillir. Attention à ce mode alimentaire. Et puis B12, alors là, absolument fondamental, puisque la B12, lorsqu'on y a une carence, eh bien, elle entraîne des anomalies structurelles de l'hippocampe, c'est-à-dire de certaines fractions du cerveau impliquées dans la mémoire. Alors, où est-ce qu'on trouve ces vitamines? Eh bien, on en trouve dans une alimentation variée. Si on a une alimentation variée, on n'a aucun problème, mais attention à ne pas oublier aucun de ces aliments. Vous voyez, B1, céréales, B2, produits laitiers, B9, légumes à feuilles et foie, B12, viande, poisson et œufs, et il n'y a pas de B12 dans le monde végétal, ou si peu que pas. Et donc, absolument se supplémenter. D'ailleurs, il y a un très gros problème chez les végétaliens qui, au bout de 3 à 5 ans, ont des graves carences en vitamine B12 avec des paralysies qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle, avec des paralysies, et puis des troubles dépressifs et des altérations cognitives et de la mémoire, avec des altérations de la structure du cerveau, notamment de l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire. Et donc, les végétaliens, s'ils veulent rester végétaliens, c'est leur affaire, ils ont le droit, ils doivent absolument se supplémenter en vitamine B12, sinon ils vont perdre leurs moyens. Mais ce n'est pas pour rien que l'homme est omnivore, et donc, a priori, il serait plus simple d'incorporer un peu de tout dans notre alimentation. En tout cas, c'est une finalité qui paraît assez naturelle. Et puis, la B12 entraîne aussi des anémies sévères. La carence entraîne des anémies sévères. Alors, l'eau, banale, eh bien, quand on est déshydraté, le cerveau ne fonctionne pas, puisque le cerveau contient de l'eau. Donc, il y a une diminution des capacités de concentration. Ne pas oublier de boire. D'ailleurs, quand on ne boit pas, on a mal à la tête. C'est un signe d'appel qui nous dit qu'il faut boire. Et l'eau, on la trouve dans, bien sûr, l'eau de boisson, de préférence de l'eau et des boissons saines. Il y a une place pour les jus de fruits, les tisanes, le thé, le café et les produits laitiers. On en trouve aussi dans les aliments, puisque quand on mange des fruits et des légumes, on boit de l'eau, puisque ces aliments peuvent contenir 70 à 95% d'eau. Alors, il y a un régime extraordinaire qui est le régime méditerranéen, qui lui a fait ses preuves dans des études d'intervention. Il contient à peu près tout. Il n'y a rien qui est interdit dans le régime méditerranéen. Il a une dominante végétale, mais il n'est pas végétalien. Et donc, il y a des études d'intervention qui ont montré que les gens qui avaient un bon régime méditerranéen, eh bien, perdaient moins de capacités cognitives. Et donc, le régime méditerranéen, c'est ce qu'on trouvait autrefois dans le pourtour méditerranéen. C'est pas ce qu'on mange à Marseille aujourd'hui, puisqu'à Marseille, ils mangent des frites et de la mayonnaise, comme les gens du Nord. Mais on trouve encore des gens qui ont un régime méditerranéen ancestral. Voilà, ça se perd, mais on peut essayer de le faire ressurgir. Donc, beaucoup de choses passent dans l'assiette. Et parmi les aliments qui sont largement présents dans le régime méditerranéen, il y a les épices, les herbes, les fruits, les légumes, l'huile d'olive, bien entendu, mais il n'y a rien d'autre qui a été supprimé. On le disait il y a un instant, que ce soit les céréales complètes, les fruits oléagineux, les noix, les légumes secs, les produits animaux en quantité raisonnable, le produit laitier, le poisson et la viande. Donc, mettre de la couleur dans son assiette, c'est aussi mettre une alimentation variée. Hein. Voilà, donc vous avez des teneurs ici en vitamine C, en zinc, qui joue également un rôle sur le plan cognitif. Mais il a beaucoup d'autres rôles, le zinc. On trouve dans le monde animal et dans le monde végétal, comme vous pouvez le voir. Donc, important d'avoir un petit peu de tout.
Dans le régime méditerranéen, les antioxydants sont utiles puisque dans les troubles cognitifs, l'inflammation est un élément négatif, mais l'oxydation aussi. Et les aliments antioxydants sont très largement présents dans le régime méditerranéen, son huile d'olive, son huile d'argan, ces aliments bruts et simples que j'ai mis ici, avec un inventaire non exhaustif. Le pourpier et la petite salade, ils contiennent des oméga 3. Et d'ailleurs, les escargots qui mangent du pourpier mangent des oméga 3. Et les poules qui ont mangé des escargots, qui ont mangé du pourpier, c'est très connu en Crète, ont des oméga 3 aussi dans leur tissu. Et les œufs aussi. Des poules qui ont mangé des escargots, qui ont mangé du pourpier. Et nous aussi, les hommes qui ont mangé des œufs de poules qui ont mangé du pourpier. Alors, bien sûr, il y a un neurotoxique qu'il ne faut pas oublier, c'est l'alcool. Je vais parler de la maladie de Korsakoff, qui est une démence liée à l'alcoolisme. Le Gaillet-Wernicke, qui est aussi un syndrome confusionnel lié à la carence en vitamine B1 et aux effets toxiques de l'alcool. Donc, on peut boire de l'alcool en petite quantité. Le vin contient des polyphénols. Et donc, ce n'est pas interdit, mais attention aux effets de l'abus, y compris les troubles comportementaux et sensoriels. Voilà. Et puis, quelques petits mots sur l'inflammation. Comme je vous le disais, l'inflammation est aussi favorisée par un mauvais microbiote, mais aussi une mauvaise alimentation, avec trop d'aliments trop gras, trop sucrés, trop raffinés, alors qu'au contraire, l'alimentation méditerranéenne protège un peu, donc ça c'est très très bien. Les fruits, les légumes, le poisson gras protègent aussi contre l'inflammation qui favorise la dépression, qui favorise également le mauvais fonctionnement cognitif. Alors, attention, je suis médecin, je ne mettrai pas tout sur le compte de l'alimentation. On a 1000 autres raisons d'avoir un syndrome dépressif, et on peut peut-être mettre plus de chances de son côté en se nourrissant bien. Le surpoids, malheureusement, n'est pas l'ami du cerveau. Il y a des études qui montrent des altérations structurelles du cerveau. Alors, on ne va pas non plus diaboliser le surpoids, parce qu'on ne choisit pas de devenir gros ou trop gros. C'est une maladie. Mais si on peut prévenir un peu, notamment éviter l'obésité du ventre, qui n'est pas très bonne pour le fonctionnement cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux, ça c'est une vraie maladie. L'obésité aussi est une vraie maladie. Est-ce qu'il y a des facteurs alimentaires? Oui, le sel, qui est très mauvais, qui va favoriser les accidents vasculaires cérébraux. Contrairement à ce qu'on pense, les bons amis, bien les produits laitiers, sont tout à fait protecteurs vis-à-vis des accidents vasculaires cérébraux, et également l'oméga 3 alpha-linolénique. Ici, c'est des études qui ont montré qu'il y avait moins d'accidents vasculaires cérébraux chez les gens qui mangeaient des yaourts au lait entier, 25% de moins. C'est quand même très intéressant de manger des yaourts. Voilà, alors un petit coup d'actualité, puisqu'on en parle beaucoup. C'est très à la mode. Il faut se méfier de tout ce qui est trop à la mode. Cependant, en tant que scientifique, on s'y intéresse. Les régimes cétogènes qui guérissent tout. Alors moi, je me méfie de ce qui guérit tout. Mais il y a quand même des effets qui sont intéressants, et notamment quand on fait un régime sans glucides, eh bien, comment le cerveau peut être nourri puisqu'il a besoin de glucose? Eh bien, en fait, il a un substitut en quelque sorte qui va prendre le relais, qui s'appelle les corps cétoniques, qui explique d'ailleurs que quand on jeûne, on n'a plus faim parce qu'ils vont générer une anorexie, on est un petit peu euphorique parce qu'ils vont entraîner une euphorie, on risque de perdre un petit peu de muscle, mais après ça se corrige. Mais ces corps cétoniques ont des effets très importants pour le fonctionnement des neurones et peuvent permettre de traiter certaines formes d'épilepsie résistantes au traitement anti-épileptique, avec quand même des nouvelles qui sont intéressantes, c'est qu'au bout d'un certain temps, on peut réussir à voir si on peut se passer de ce régime. Ceci étant, c'est un régime extrêmement difficile à suivre et qui n'a pas toutes les qualités puisqu'il est hyperlipidique et il pourrait éventuellement être athérogène, c'est-à-dire donner de l'athérosclérose. Donc attention, ne vous lancez pas dans un régime cétogène, c'est un régime compliqué, difficile à suivre. Il y a quelques études qui suggèrent qu'il pourrait éventuellement être intéressant dans certaines tumeurs rares du cerveau. Il y a des études chez l'animal
Chez l'homme, on n'a pas encore de résultats, on attend. On verra bien. Peut-être dans quelques années, on aura des résultats intéressants chez l'homme. Mais aujourd'hui, attention, attention à ces régimes très particuliers. Et pour terminer, donc, 5 bonnes résolutions. La première, c'est que la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et donc, servez-vous de votre mémoire. Et pour vous servir de mémoire, premièrement, dormez bien, parce que le sommeil est l'ami de la mémoire. Vous savez qu'on refait sa mémoire pendant le sommeil paradoxal, donc c'est très intéressant. Donc, dormez bien. Deuxièmement, apprenez. Donc, faites des exercices, apprenez, essayez d'apprendre par cœur des phrases, des poèmes, des prières. C'est tout à fait bien hein, de réciter tout cela. Apprendre en permanence, avec des jeux aussi, pourquoi pas. Essayez de faire des petits jeux comme le jeu des 7 différences. Voilà, donc pour ne pas avoir une mémoire de poisson rouge. Lire, parce que lire fait travailler nos neurones et nos neurones ont besoin. Bouger, parce que l'activité physique est un très très puissant stimulant de nos connexions. Et vous savez que nous avons toujours, si nous perdons nos neurones, nous sommes capables d'augmenter nos connexions. Et on peut augmenter beaucoup plus de connexions qu'on ne perd de neurones. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on perd de neurones qu'on va perdre nos capacités, c'est parce qu'on perd les connexions. Et les connexions sont liées essentiellement au fait d'apprendre, de jouer, de lire et d'avoir des exercices physiques. Faites attention aussi aux mauvais médicaments, hein, alors parfois on est obligé de se passer, on est obligé de prendre des médicaments, mais attention aux médicaments qui peuvent altérer le sommeil, la concentration, l'attention, donc attention aux somnifères. Voilà, donc j'ai terminé simplement ce petit livre que j'ai écrit et qui peut vous permettre d'en savoir plus, qui s'appelle Connaître son cerveau pour mieux manger. S'il y en a qui sont intéressés, il existe toujours aux éditions Belin, Connaître son cerveau pour mieux manger. Et j'espère que ça vous a intéressé. C'était un peu rapide, mais c'est tellement vaste que j'ai raccourci, j'ai simplifié, mais je suis à votre disposition pour des questions. Voilà, merci de votre attention. Et je remercie donc les personnes qui ont organisé de me communiquer les questions si elles les ont sur le chat. Sinon, ceux qui veulent prendre la parole peuvent prendre la parole. Merci. Un grand merci à vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour les poser. N'hésitez pas. La première est la plus difficile en général, surtout que on ne se voit pas, donc c'est plus difficile. Ah, il y a un micro qui s'ouvre. Je vous écoute. Oui, bonjour. Concernant le lait, est-il préférable de prendre du lait de vache, du lait de chèvre là-dessus? Alors, je vous remercie. Il y a très peu de différence sur le plan nutritionnel. On retrouve les mêmes acides gras. Il y a des teneurs en protéines qui sont très proches. Il peut y avoir de petites différences sur le type de protéines. Il y a des teneurs qui sont très voisines aussi pour le lactose. Par contre, le lait de chèvre est déficitaire en vitamine B9. Donc, il ne faut pas prendre que le lait de chèvre. C'est moins bien. Voilà. Les études qui ont été faites sur les bénéfices des produits laitiers dans la santé en général et la santé cognitive ou les accidents vasculaires cérébraux ont été basées sur la consommation habituelle de lait qui représente à peu près dans nos pays 90 à 95% du lait de vache. Donc voilà. Si on avait fait les études sur le lait de chèvre ou de brebis, surtout pour la brebis, on aurait les mêmes effets. Mais petite prudence sur le lait de chèvre si on ne consomme que cela à cause de la B9. Ok, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Oui, bonjour. Que pensez-vous des suppléments d'oméga 3, s'il vous plaît? Alors, ça dépend lesquels. Il faut bien regarder leur teneur. Il faut bien regarder leur nature.
et leur structure. Donc c'est un petit peu compliqué parce que parfois c'est exprimé sur l'extrait sec, parfois c'est exprimé sur le total et on ne sait pas quel est le titrage. Parfois ils confondent acide alpha-linolénique, EPA, DHA, ils mélangent tout, donc c'est un peu compliqué. En règle générale, sauf cas particulier, on peut trouver nos oméga 3 de façon tout à fait satisfaisante dans l'alimentation. Maintenant, si on n'aime pas du tout le poisson, on ira chercher des capsules d'oméga 3 à base de poisson, que ça soit sous forme d'ester éthylique ou que ça soit sous forme de triglycérides. Probablement, il y a peu de différence entre les deux. Voilà, il y a des spécialités qui contiennent l'un ou l'autre. Voilà, donc on peut avoir recours à ces capsules, mais pour une population ordinaire, il n'y en a pas besoin. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui a une maladie coronarienne, c'est-à-dire une maladie du cœur, souvent il faut des doses plus importantes que ce qu'on aurait dans l'alimentation, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'une boîte de sardines par jour. Tout le monde n'y arrive pas. Et donc, dans ce cas-là, on ira chercher du côté des capsules. Mais si vous réussissez à manger une boîte de maquereaux ou de sardines par semaine, vous faites largement le plein sur la semaine. En plus, les oméga 3 sont stockés dans nos tissus et donc on n'est pas obligé de les manger tous les jours, contrairement à certains aliments qu'il faut manger tous les jours ou presque, comme les protéines par exemple. Les protéines, il faut manger tous les jours. Les oméga 3, on peut ne pas les manger tous les jours. Donc oui, on peut prendre des suppléments en oméga 3, mais pour la population générale, ça n'est pas indispensable. Merci. Par contre, aller chercher plutôt du côté de Bleu Blanc Cœur, qui a des produits animaux qui sont naturellement plus riches en oméga 3 végétaux. Oui. D'autres questions? Mesdames les organisatrices, peut-être vous en avez? J'ai une question, pardon, par rapport à la sérotonine, Oui, qui est synthétisée aussi au niveau donc intestinal. oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, justement en termes de proportion, comment ça fonctionne? Parce que donc il y a celle qui est synthétisée au niveau intestinal et puis une autre partie plus faible qui passe au niveau du cerveau. Enfin voilà, je sais pas très clair, s'il vous plaît, pour moi. Alors bon, la sérotonine, elle peut être, comme vous le disiez, elle peut avoir deux origines, soit dans l'organisme lui-même à partir du tryptophane, soit dans le microbiote également à partir du tryptophane. Donc dans les deux cas, si vous voulez, c'est une synthèse à partir de cet acide aminé. Donc dans l'alimentation, le tryptophane est bien présent. Chez certaines personnes, il peut arriver que il y ait un bénéfice à supplémenter en tryptophane, voire éventuellement à supplémenter en sérotonine, mais là, on a peut-être moins de données claires. Donc, chez certaines personnes, elles peuvent tirer un bénéfice, notamment sur le plan de l'humeur, à consommer des suppléments à base de tryptophane, qu'on trouve aujourd'hui sous forme de compléments alimentaires. Et donc la synthèse se fera aux deux niveaux que j'ai indiqués, synthèse dans l'organisme au niveau hépatique ou dans l'intestin au niveau donc intestinal, au niveau du microbiote. Normalement, on n'a pas de déficit en sérotonine, mais certains tirent un bénéfice de supplémentation en tryptophane. Donc on n'a pas à s'en inquiéter, sauf voilà, le cas de gens qui disent tiens, bah, moi, je vais pas bien, mon médecin me dit que je fais un état dépressif, j'ai recours à ce supplément. Mais il faut toujours faire attention que ça ne nécessite pas un traitement médicamenteux vrai. Donc, méfions-nous de mettre tous nos œufs dans le même panier
sous prétexte que l'alimentation est très importante, ce qui est tout à fait vrai. Quand on a un problème de santé, c'est pas parce qu'on se nourrit bien, qu'on n'a pas besoin aussi parfois de médicaments. Et c'est pas parce qu'on prend un médicament qu'on n'a pas besoin de bien se nourrir. Donc attention, ne pas tout mettre sous la responsabilité de l'alimentation, ni entre les mains de l'alimentation, y compris des meilleurs nutritionnistes. Voilà, je mets juste cette petite mise en garde. Parce que sinon, voilà, il y a des gens qui ont vraiment besoin de médicaments. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez des informations sur les rapports entre le microbiote et l'autisme. Ah oui, j'ai beaucoup d'informations, oui. Alors, il y a des hypothèses physiopathologiques qui suggèrent qu'il y aurait peut-être, enfin, qui disent, parce qu'il y a des suggestions et il y a des faits qui sont vrais, qui disent qu'il y a une hyperperméabilité intestinale chez les enfants autistes. Beaucoup d'études montrent qu'il y a aussi des perturbations du microbiote. Mais ça, c'est pas très original parce que on ne sait pas encore parfaitement ce que c'est qu'un bon microbiote et tout le monde a un microbiote différent. Mais quand même. Et cette hyperperméabilité, on n'en connaît pas bien l'origine. Elle survient peut-être du fait d'événements néonataux très précoces qui ne sont pas encore bien connus, qui peuvent être des agressions psychiques ou physiques. Par exemple, des stress très importants. Peut-être aussi d'autres agressions, néonatales ou anténatales. Il y a aussi, vous le savez, dans l'autisme, des facteurs génétiques. Donc, une hyperperméabilité et un microbiote qui ne marche pas très bien. On ne sait pas très bien qui a commencé microbiote ou hyperperméabilité. Il est possible que ce soit l'hyperperméabilité qui ait commencé et le microbiote, à ce moment-là, s'il est perturbé, il va jouer peut-être un rôle. Dans ces conditions-là, certains chercheurs ont émis l'idée que certaines molécules pourraient passer dans le cerveau, dans le sang, puis dans le cerveau, notamment certaines molécules issues du blé ou du lait. Et donc, c'est toutes les théories autour de la suppression de la caséine et du gluten, régime sans blé, sans lait, pour traiter l'autisme. C'est aussi toutes les théories qui disent on va traiter avec des pro et des prébiotiques. Le problème qu'on a, c'est que si les hypothèses sont intéressantes, les traitements qui disent que la suppression de la caséine et du gluten sont le traitement ne marchent pas. On améliore tout juste éventuellement certains symptômes digestifs, mais pas plus. Dans les bonnes études, il y a beaucoup de mauvaises études. Et comme ces mauvaises études sont parfois mises en avant, on croit que c'est ça la cause. Et donc, aujourd'hui, ce sont des pistes importantes, mais on ne peut pas les recommander. Ceci étant, si des gens se mettent à suivre ces régimes sans blé, sans lait, et qu'ils veulent le maintenir, et qu'ils obtiennent quelques petites améliorations sur le système digestif, on ne peut pas les empêcher de continuer. On doit donner des conseils pour éviter tous les déficits possibles. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. C'est assez complexe. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que l'autisme n'est pas une maladie liée ni au lait ni au blé. Il n'est pas exclu que certaines molécules de ces aliments puissent jouer un rôle à cause d'une hyperperméabilité. Et donc, il faut sans doute aller au-delà pour trouver des pistes thérapeutiques vraies pour soigner ou prévenir ces maladies. Donc, il y a des études qui ont été faites avec des probiotiques également et des prébiotiques dans l'autisme. Elles montrent des résultats négatifs. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Voilà, en tout cas, c'est pas, rien n'est exclu en science, il faut être prudent dans un sens comme dans l'autre.
Il y a des hypothèses qui apparaissent. Il faut continuer à les creuser. Voilà, ne pas les exclure, ne pas aller non plus exclusivement vers elles. Voilà, on peut encore prendre une ou deux questions. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au régime cétogène. Est-ce que pour vous, de manière générale, donc pas pour les cas un peu spécifiques comme vous avez énoncé, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à le faire parce que pour ceux qui sont un peu contre le sucre, les choses comme ça, qui le prônent, est-ce que pour vous, le régime cétogène, niveau santé, c'est quelque chose de bien à l'avoir un peu tous les jours ou pas? Non, ce n'est pas un bon régime. C'est un régime intrinsèquement déséquilibré. Et donc, ce n'est pas un bon régime. Ce qui n'est pas bon, c'est l'excès de sucre. Le sucre n'est pas mauvais, hein. Il n'y a pas de toxicité au sucre. L'excès de sucre n'est pas bon, c'est tout. Surtout l'excès de sucre, index glycémique élevé, etc. L'excès de fructose. Le fructose est très utile, mais trop de fructose, ça ne va pas. Voilà. Donc, le régime cétogène, aujourd'hui, est testé de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études sur le régime cétogène. Il y a des effets qui sont tout à fait importants, notamment des effets sur le diabète. Le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il peut améliorer de façon assez importante le diabète, notamment, mais les études sont à court terme. On n'a pas d'idée sur les études à plus long terme. On n'a pas non plus d'idée sur les conséquences cardiovasculaires, puisque c'est un régime hyperlipidique. Alors certes, puisque c'est un nouveau régime Atkins en quelque sorte, on peut donner des acides gras polyinsaturés plutôt que des acides gras saturés, d'accord, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas le recommander dans la population générale. Et pour la population diabétique, il faut vraiment, vraiment être très prudent avant de le conseiller. Il peut en plus, chez les gens qui sont sous insuline, favoriser des hypoglycémies graves. Donc attention. Dans l'obésité, il n'y a aucune indication. Il va faire maigrir, mais on n'a absolument pas d'évidence sur le fait qu'on ne regrossira pas. Et donc, ça n'est pas conseillé. Ce qui est conseillé, c'est bien sûr d'éviter les excès de glucides. Voilà. Alors, il y a un espèce d'engouement incroyable pour le régime cétogène, bon, qui n'est pas un vrai jeûne, hein, puisque le jeûne n'est pas complet, qui est un régime aglucidique. En plus, il est très, très compliqué à suivre, il est associable, ou alors, il n'est pas vraiment cétogène, parce que pour qu'il soit vraiment cétogène, il faut être en dessous de 10% de glucides. Et donc, il y a des gens qui vont mettre 20%. Là, il n'y a pas d'effet cétogène. Et bon, ils auront simplement une réduction de leur rapport calorique, quoi. D'accord, merci. Je vous en prie. J'avais une question, s'il vous plaît. Quel test recommandez-vous pour diagnostiquer une hyperperméabilité intestinale? Et je voulais vous demander aussi ce que vous pensiez des tests du microbiote métagénomique, s'il vous plaît. Oui, c'est intéressant. Alors, sur l'hyperperméabilité intestinale, il n'y a pas de test simple et accessible. Nous, on fait des études en ce moment où on fait des mesures très sophistiquées avec deux types de sucre qu'on va faire ingérer aux gens et on voit le sucre qui passe ou non dans le sang et qui passe ou non dans les urines. Parce que s'il passe dans le sang, c'est qu'il est passé à travers la barrière intestinale alors qu'il ne devrait pas passer. Donc ça, on le fait que dans des conditions expérimentales. Après, il y a des marqueurs fécaux qui se développent un peu, la zonuline ou des marqueurs comme ça, qui sont des marqueurs de ce qu'on appelle les jonctions serrées entre les cellules. Mais c'est très compliqué et très difficile, pas courant du tout. Donc aujourd'hui, on n'a pas de test fiable pour mesurer la perméabilité intestinale. Ça va venir sans doute, mais c'est assez difficile. On est plutôt au stade expérimental. Pour le microbiote, c'est pareil. Alors, on peut le mesurer. Maintenant, il y a de plus en plus de laboratoires qui le proposent. Ce qui est compliqué, c'est son interprétation. Parce que, en fait, quel repère avoir? Dans les études épidémiologiques, on a des mesures qui sont intéressantes parce qu'on va comparer des populations d'individus. On va dire, en général, les gens obèses, en général, les gens qui mangent comme ceci, cela, on trouve ça. Mais pour un individu donné, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de normes. Et la complexité du microbiote est absolument colossale puisqu'il y a au moins, avant on disait
500 types de bactéries. Aujourd'hui, on est à 4000. Donc, comment interpréter? Et là, il y a malheureusement, si vous voulez, des abus d'interprétation. Le marqueur le plus intéressant, c'est celui qu'on appelle la diversité alpha, qui est sans doute le meilleur critère d'un bon microbiote. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de pouvoir vraiment interpréter. Donc, attention à ces laboratoires qui proposent cela et ensuite qui proposent souvent à la clé, d'ailleurs, des pré ou des probiotiques. Il y a souvent une affaire de business derrière. Merci. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé. C'était très intéressant, merci. On a été un petit peu dans tous les domaines, hein. C'est un gros sujet qui est très puissant en termes de publication et de recherche aujourd'hui. Merci Voilà. pour toutes vos explications. En tout cas, c'était très clair. Donc, Bon, bah, encore tant un mieux. grand merci à vous. C'était parfois un petit peu raccourci, mais bon, un petit peu simple, mais c'est quand même bien de pouvoir prendre conscience de tout ça. Exactement, il faut que ça reste accessible aussi. Donc, Voilà. très bien. Je Merci. vous remercie de votre confiance et puis bonne continuation pour vous toutes. Merci aux auditeurs et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Belle journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.